Heureux de vous retrouver pour discuter de comment entreprendre dans les médias. Les médias sont en crise. On le constate depuis des années. On en parle depuis des années. On organise des colloques, des ateliers, des conférences, des tables rondes pour en discuter et surtout pour trouver la voie de sortie. Une voie qui permettrait aux médias de regagner la confiance du public. Et si finalement la solution, c'est innover? Innover, oui, mais comment? Comment entreprendre dans ce secteur si concurrentiel? Comment gérer, créer un média innovant capable de s'imposer? Si ces questions vous préoccupent et que vous aimeriez savoir comment créer votre propre marché journalistique, comment entreprendre dans les médias, quelles peuvent être les nouvelles façons d'innover en journalisme, alors vous êtes la bienvenue à ce nouveau rendez-vous de notre forum. C'est un forum du Centre international pour les journalistes basé à Washington et disponible en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, avec plus de 13 000 journalistes du monde entier. Le forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales qui organise ce webinaire. Si c'est la première fois que vous en entendez parler, rejoignez notre groupe privé sur Facebook. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum. Et c'est un grand honneur pour moi d'accueillir les deux invités du jour pour discuter de la façon dont les journalistes peuvent lancer un bon projet médiatique. Je vous présente M. Ousseni Idrissa. Il est directeur général de l'École supérieure privée de journalisme et de communication du Niger. Et avec lui, le second intervenant, qui n'est pas encore là, mais qui va certainement nous rejoindre, M. Ambroise Dagnon, le directeur de publication de l'hebdomadaire L'Expression. Merci, M. Idrissa, d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet événement. Non, votre micro n'est pas activé. Ouais. Voilà, c'est bon, parfait. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Merci également à vous de l'honneur que vous faites et en m'invitant dans ce webinaire avec vous. C'est avec un grand plaisir que, en tout cas, je suis là. J'espère qu'on va passer un bon moment et, en tout cas, riche pour ceux qui sont avec nous. Merci. J'espère que ce sera un bon moment aussi pour les participants qui nous suivent. Ma première question pour vous, Monsieur Idrissa, les entreprises de presse, quels qu'ils soient, les journaux, radio, télévision, font face à une crise. La crise de rentabilité, la crise du modèle économique, la crise de confiance du public. Dans un tel contexte, pouvez-vous nous dire ce que doivent faire les étudiants qui sortent des écoles de journalisme et qui voudraient entreprendre dans le secteur des médias? Une fois à nouveau, merci. Là, vous venez également de toucher une des problématiques majeures, en tout cas de l'espace médiatique en général, et en particulier au niveau des futurs jeunes aspirants qui souhaiteraient monter et créer leur propre entreprise des médias, s'il le faut, ou bien travailler à des postes de responsabilité dans les médias existants déjà. C'est qu'il faudrait qu'ils comprennent, en tout cas nous, dans nos écoles, et toi chez nous, nous essayons de les faire comprendre que dès que vous êtes responsable des médias, vous devez comprendre que vous ouvrez un marché. OK? Un marché qui doit répondre aux exigences, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande. Donc, il faudrait vraiment tout un travail de fond, de ciblage, de réflexion stratégique pour faire de votre entreprise une véritable entreprise qui répond aux normes, aux exigences managériales, comme toute autre entreprise, si singulier que soit-il les produits du média. Mais en termes de pérennité et de pérennisation et de développement, il faudrait forcément se mettre à l'esprit qu'un média, c'est aussi une entreprise qui doit respecter certaines exigences. Monsieur Kossi. Voilà. Vous avez parlé d'un aspect qui est très important, à disposer des compétences managériales. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu cet aspect? Quand on parle de management ou bien de compétences managériales, il faut comprendre qu'un média, si j'en prends le cas de la radio, ce n'est pas seulement la diffusion, c'est aussi
toute une gestion des ressources humaines, toute une gestion des ressources matérielles, toute une gestion des finances. Donc, vous devez être de la collecte et jusqu'à la diffusion. Toute la chaîne, la chaîne de valeur, vous devez être en mesure de maîtriser ça et de comprendre chaque point de cette chaîne de valeur, c'est qu'il faudrait quel comportement. Et surtout, quelle réflexion stratégique apporter. C'est ça l'intérêt. On peut réfléchir, comme tout le monde réfléchit d'ailleurs, mais en tant que responsable des médias, on est appelé, sinon c'est même incontournable, d'avoir des réflexions stratégiques pour faire face aux difficultés potentielles ou au quotidien, en tout cas, du média. Donc, c'est extrêmement important ce point d'où la nécessité vraiment d'être outillé, de requérir ses compétences à travers une formation initiale ou bien continue pour mieux répondre à ses tâches, à sa fonction de manager des médias ou bien d'interprète des médias. Voilà. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène aujourd'hui qu'on voit, les jeunes sont concentrés sur les réseaux sociaux et les géants de la technologie, que ce soit Facebook, Instagram, que ce soit par exemple aussi Google, sont aujourd'hui des canaux, des supports sur lesquels les jeunes vont se faire informer. Mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un marché pour les médias dans un tel contexte? Il y a toujours créer une entreprise. Allô? Oui, alors nous vous entendons. OK. Donc, si quelqu'un souhaite créer une entreprise médiatique sur Internet, ne serait-ce que créer une page Facebook, il faudrait aussi que, de la même manière où le responsable ou le potentiel entrepreneur qui doit répondre à cette exigence, OK, au niveau des médias classiques, traditionnels, il faudrait aussi que quand il veut vraiment faire de sa page Facebook ou bien de son compte Instagram, et une entreprise qui va lui permettre de vivre, il faudrait forcément qu'il comprenne qu'il a un marché. Il ouvre un marché, OK, qui doit aussi répondre, comme je disais tantôt, à quelle offre dois-je donner à l'audience qui me suit et quelle pourrait être cette demande. Cette audience demande quoi? Et cela requiert de personnaliser son contenu, son entreprise, pour qu'on sache se démarquer de l'eau et avoir suffisamment d'incomes, de revenus permettant de vivre de votre travail sur la page Facebook. Donc, quand je prends exemple, pour illustrer, si quelqu'un souhaiterait avoir une page Facebook pour faire, en tout cas, la promotion de la coiffure, entre autres, okay. Mais il faudrait bien qu'il puisse être en mesure d'identifier la cible parmi les femmes, okay, qui considèrent sa cible. Quelle est la cible principale? Est-ce que c'est les jeunes filles seulement? Et dans ce cas, ils doivent passer aux coiffures qui sont à la mode. Ou bien, oui, c'est les jeunes filles, mais c'est les jeunes filles ici du monde rural ou bien du monde de la ville. Parce qu'ils n'ont pas le même look, ils n'ont pas les mêmes besoins en matière de mode. Et tout ça, c'est des aspects qu'il faudrait forcément décortiquer pour mieux faire de sa page une page entreprise, comme on dit. Donc, aujourd'hui... Bonjour, cher Ambroise. Bonjour, Monsieur Balao. Bonjour au directeur de l'école de journalisme de Niamey. Et toutes mes excuses pour ce retard qui n'était pas indépendant de ma volonté, enfin qui est indépendant de ma volonté, j'allais dire. Bonjour, Monsieur Ambroise. C'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Le plaisir de partager également. C'est un plaisir aussi de t'avoir finalement avec nous, de vous avoir. Mais la première question pour vous, Ambroise, dites-nous comment entreprendre dans le secteur des médias. Alors, c'est une question pour 1000 champions, pas pour un champion finalement, parce que
L'entreprise dans le monde des médias, c'est une question qui revient constamment parce que, voilà, que ce soit dans les écoles de journalisme, dans la rédaction, dans les émissions, dans les débats entre amis, on se pose toujours la question de savoir, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, la seule passion qu'on a pour le métier suffit pour entreprendre dans le secteur des médias? La réponse est oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il faut être mu par cette passion pour le métier pour pouvoir l'entreprendre. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en vrai, les journalistes ou le personnel qui travaille donc dans la rédaction ne vivra pas que de passion et d'eau fraîche. Il faut nécessairement il faut un modèle économique. Et j'ai suivi une partie de l'intervention du directeur de l'école de journalisme de Niamey qui me paraît assez intéressante. Et c'est suite à une question que vous lui avez posée, M. Balao, à savoir si aujourd'hui il est encore possible pour les médias traditionnels ou pour les journalistes professionnels de s'en sortir à l'ère des réseaux sociaux où l'information va avec, à une vitesse de la lumière, où ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Afghanistan, en Haïti, se retrouve l'instant d'après sur Internet. Et il a donné une réponse qui me paraît assez convaincante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les journalistes citoyens, c'est-à-dire monsieur tout le monde, qui peut mettre de l'information sur les réseaux sociaux, un garde du quartier, par exemple, je ne vais pas faire de publicité gratuite pour un média, mais sur un média international, sur une télévision internationale, il y a par exemple ce qu'on appelle les observateurs. Donc, est-ce que cela, par exemple, remplace de facto les journalistes? Il a dit non. Ce n'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'il y a l'instantanéité avec laquelle ils publient l'information que finalement, les journalistes perdent de facto le sens de leur existence ou de leur profession. Maintenant, il va falloir que les journalistes ou les médias se réinventent, ce qui pose en fait la problématique donc, du modèle économique. On sait que nous sommes dans un environnement socio-économique, je dirais même socio-politico-économique africain extrêmement rude. Le terrain est marqué par des aspérités qui ne permettent pas d'entreprendre finalement et qui découragent ceux qui aspirent à entreprendre dans le secteur des médias. Mais si on arrive à s'inventer ou à se réinventer, eh bien, je pense que oui, on peut entreprendre dans le secteur des médias. Maintenant, pour revenir peut-être concrètement à votre question, c'est de savoir comment on entreprend. Comment on entreprend, c'est d'abord l'élaboration ou, si vous voulez, la définition d'un modèle économique. C'est vrai que c'est très difficile, mais quand on veut devenir un média professionnel, non pas un blog, mais un média professionnel, il est important que l'on puisse élaborer un modèle économique et produire du contenu. Et pour moi, produire du contenu, c'est de sortir ou d'arriver à sortir la publication du factuel. Parce que la factualité aujourd'hui, ça ne permet pas, en fait, aux journalistes professionnels, aux médias classiques que nous sommes, de pouvoir nous en sortir. On ne peut pas. Parce que ce qui s'est passé à midi, déjà à 13h, tous les réseaux sociaux en ont parlé. Les plateformes WhatsApp, sur les plateformes sociales, on en a déjà parlé. Maintenant, quels sont les angles de traitement que voilà, nous offrons aux internautes ou à nos auditeurs ou à nos lecteurs? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout réside, pour me résumer, tout réside donc, dans la définition d'un modèle économique et ensuite dans la production d'un contenu attrayant et qui puisse en tout cas donner envie aux lecteurs, aux auditeurs et aux internautes de nous suivre. Voilà, de façon ramassée, ce que je peux répondre très rapidement. Ma question à vous, M. Idrissa, est-ce qu'un bon modèle économique est un gage de réussite pour un média? Oh, je suis tenté à dire oui ou non. Oui et non en même temps. Pourquoi oui? Parce que si vous avez un bon modèle économique, bien pensé, qui n'a pas été conçu juste dans un bureau, où bon, on va ou bien on fait copier-coller sur Internet, ou bien on prend chez un confrère à son business et puis voilà, on fait copier-coller. Si vraiment on n'a pas fait tout ça, on a fait vraiment des diagnostics de part, tout ce qu'il faut, vraiment,
ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Mais il ne faut pas oublier que les tests n'ont de valeur, mais n'ont de valeur que la valeur des hommes qui sont chargés, en tout cas, de le mettre en œuvre. Il faudrait aussi qu'il y ait vraiment des personnes qui comprennent la chose, qui maîtrisent la chose et qui savent comment faire la mise en œuvre. C'est extrêmement important. Et qui savent riposter ou bien anticiper les différents problèmes qui peuvent surgir à gauche, à droite dans la mise en œuvre. À les anticiper, mais aussi prévoir des solutions palliatives au cas où un problème arriverait à se poser. Donc, voyez-vous, un modèle économique bien réaliste, bien, en tout cas, qui tient la route, qui prend en compte les aspirations et les besoins de votre cible, voyez-vous, certainement ne pourrait être que bénéfique pour un média. Mais toujours est-il que les hommes qui sont chargés de cette mise en œuvre aussi doivent être vraiment des gens qui se connaissent et qui vraiment peuvent, qui anticipent déjà les choses pour apporter des solutions stratégiques. Je mets toujours le doigt sur la stratégie, le terme stratégique, parce que c'est là la différence entre les gens, entre les managers, entre les entrepreneurs ou bien les managers. C'est pouvoir mener des réflexions stratégiques face à des difficultés quelconques, économiques ou bien autres. Vraiment, en tout cas, c'est ça que en tout cas, moi, c'est ça ma compréhension des choses. Les tests en eux seuls, les documents en eux seuls ne sont pas aussi suffisants que la valeur des hommes. Voilà. Monsieur Ambroise, à supposer que vous êtes un philanthrope avec énormément de moyens et de volonté pour soutenir et financer le journalisme, quel projet journalistique financeriez-vous? Oh, encore une fois, une question assez complexe, hein, parce que là, une question assez complexe. Non, je pense qu'avant de répondre à votre question, je pense qu'il est important quand même que je puisse revenir sur ce qui vient d'être dit par mon copanéliste. Quand il dit que le seul modèle économique ne permet pas à une entreprise de presse, en tout cas ne permet pas de viabiliser une entreprise de presse, oui, je crois l'avoir déjà dit dans ma première intervention lorsque j'évoquais aussi la nécessaire importance de, comment dire ça, de produire du contenu. Oui, c'est vrai que ce n'est qu'un pan, mais peut-être pour approfondir un peu ce qu'il a dit, c'est de dire qu'il est aussi important, parce qu'il a insisté sur l'aspect humain. Donc là, je pense qu'il parle du management, il parle de la gestion des ressources humaines. Parce que vous savez, c'est vrai, avec Taylor, on sait que time is money, le temps c'est de l'argent, mais le temps n'est pas de l'argent si on n'investit pas dans l'humain. Et donc, cela appelle de la part des entrepreneurs dans le secteur des médias une certaine responsabilité, une certaine maîtrise de la gestion des ressources humaines. Mais j'insiste encore une fois là-dessus, c'est important que si on a un bon modèle économique, si on a un bon management, il est aussi important que l'on puisse produire du contenu. Parce que à quoi servent un modèle économique et un bon management des ressources humaines si ce que nous proposons à nos lecteurs, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et tout ce que vous voulez n'est pas de bonne qualité? C'est pour cette raison que préalablement, j'avais insisté sur l'importance de sortir pour les journalistes que nous sommes aujourd'hui, de sortir de la factualité pour analyser les sujets sous d'autres angles. Il y a ce qu'on appelle les angles morts qui sont très importants parce que ce que nous proposons comme factuel aux internautes ou aux lecteurs, si vous voulez, c'est déjà, comme on dit, versé sur la place publique à travers les réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce que nous leur proposons? C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, votre question, c'est de savoir si je devais investir en tant que philanthrope, peut-être Bill Gates ou Elon Musk. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Ou Jeff Bezos. Alors, voilà, Jeff Bezos, tout ce que vous voulez, ou même Aliko Dangote, pour revenir ici en Afrique. Si je devais investir dans le secteur des médias, ben, il y a aujourd'hui beaucoup de secteurs porteurs. Mais ce que je vais dire, c'est peut-être subjectif. Mais pour moi, la question
de la sécurité ou de l'insécurité aujourd'hui. Je vais parler du terrorisme international. Parce que je n'aime pas trop employer le terme djihadisme parce que ça a une connotation religieuse, pas de stigmatisation. Donc, je préférerais parler de terrorisme international. Les discours de haine, les discours à caractère violent et extrémiste, je pense que c'est un modèle, c'est un domaine qui me passionne personnellement. Et je crois même qu'au niveau des Nations Unies, il y a des lignes budgétaires pour financer de telles initiatives. Et donc, c'est en même temps, je dirais, une piste comme ça que je trace à tous ceux qui participent à cette conférence pour dire, ouais, si moi j'étais un philanthrope de la trempe, enfin, pas forcément de la trempe de ceux que j'ai cités tantôt, mais si je devais investir dans le secteur des médias, eh bien, j'investirais beaucoup plus dans ce secteur-là. Voilà. La même question, je vous la pose, M. Idrissa. Quels projets journalistiques sont susceptibles de retenir votre attention si vous étiez un mécène? Oh, en tout cas, moi je serais très tenté à développer un projet qui va dans le sens de promouvoir beaucoup les questions relatives à la santé, quoi. Sincèrement. Et là, je veux aussi mettre beaucoup de focus sur les outils que nous offre l'Internet et les plateformes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans nos pays, en tout cas au Niger, nous avons un taux de pénétration de l'Internet mobile qui est extrêmement avancé et qui du coup, m'ouvre des portes pour pouvoir toucher large public, OK, et pour passer la bonne nouvelle, puisque la santé, il n'y a pas de médias sans auditeurs, auditrices ou bien téléspectateurs, téléspectatrices en bonne santé. Voyez-vous? Donc, vraiment, moi, je serais tenté à développer un tel type de médias. Ça touche beaucoup les questions de santé parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de potentialités sur la santé, il y a tellement de défis à relever en matière de santé, il y a tellement aussi de programmes, de grands programmes qui sont là, qui ne cherchent que des gens qui viennent demander leur accompagnement. Et voyez-vous, c'est ça qui m'intéresserait. Voilà. Et si vous permettez, j'ajouterais que aujourd'hui, il faut que les médias africains arrivent à se concevoir ou justement à se concevoir beaucoup plus en entreprise qu'en organe de presse. Je vais prendre l'exemple que je maîtrise le mieux et je parle sous le contrôle de vous, monsieur Balao. La nouvelle législation, je veux dire le code de la presse et de la communication du Togo, qui est en vigueur depuis janvier 2020, c'est récent, fait l'obligation justement aux organes de presse de se muer en entreprise de presse. Voilà, l'avantage que cela a, c'est de permettre en tout cas à ceux qui veulent investir ou qui veulent entreprendre dans le secteur des médias de se constituer en réseau, en groupe, parce que seul, on ne peut pas le faire. En tout cas, comme on dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, aujourd'hui, quel que soit le domaine, le secteur dans lequel on veut investir, je pense que les médias africains, parce que c'est important pour nous, Africains, d'arriver à avoir ces groupes-là de médias qui sont capables de parler, en tout cas d'avoir un regard aussi africain sur l'actualité, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs. J'ai l'habitude de dire qu'il est temps quand même que nous, journalistes et intellectuels africains, puissions arrêter de lire l'actualité, qu'elle soit de chez nous ou d'ailleurs, à travers les lentilles de l'Occident ou d'autres parties du monde. Donc, nous ne pouvons pas avoir la capacité, les moyens de faire cela si nous ne nous constituons pas en réseau. Parce que moi, je suis par exemple très peiné de voir que nous avons des chaînes de télévision installées ici en Afrique qui veulent produire du contenu, mais qui sont malheureusement obligés de s'appuyer sur les agences de dépêche d'autres parties du monde pour pouvoir servir leur public. Pour moi, ça ne répond à aucune logique. Et donc, il faut que nous apprenions à nous faire confiance les uns les autres pour pouvoir nous constituer en groupe, en réseau et former des groupes très forts de médias. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement.
Oui, bon, vous faites une brèche qui me permet aussi également d'aborder dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là à faire ce type de webinaire, c'est parce qu'il est indéniable et c'est un constat que tout le monde l'a fait. Nos organes de presse rencontrent des difficultés énormes. Énormes parce que du seul fait que seulement que dans la plupart de nos pays africains, ces organes de presse sont vraiment des organes financés par des personnes individuelles qui souvent n'ont aucune relation même avec le monde de la presse. Ils ont juste des millions en poche. Ils ont compris qu'avec la démocratisation, la libération de l'espace médiatique, que c'est une nouvelle niche à l'époque, voyez-vous. Donc, ils se sont dit, bon, il faut créer une télé parce que j'ai les ressources, j'ai des millions, je suis un opérateur économique comme un homme d'affaires, je finance à coup de millions une chaîne télé, ou bien une chaîne radio, ou bien un journal. Donc, aujourd'hui, si nous sommes là en train de parler en tout cas de la précarité que vivent même les journalistes ou bien les agents des médias qui vivent une vie précaire en termes de solvabilité, en termes de masse salariale, parce que souvent même les salaires aujourd'hui ne tombent pas partout dans nos organes de presse. Il est évident qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, en 2022, qu'on doit vraiment orienter nos réflexions sur l'entreprise médiatique. Nos organes, j'emboîte avec Ambroise, doivent aujourd'hui se reconvertir pour répondre aux exigences du temps en adoptant aujourd'hui le statut d'entreprise médiatique. Et que pour cela soit, il faudrait bien qu'ils puissent départir des anciennes pratiques, qu'ils comprennent qu'une entreprise, même si on dit souvent que l'œuvre, ce qui est dit sur la radio, une émission radiophonique, exemple, une émission télévisée, constitue une œuvre, mais il est aussi indéniable, il est aussi très important qu'ils puissent comprendre que l'entreprise médiatique doit également répondre aux exigences de toute autre entreprise, comme je disais tantôt dans mon introduction. C'est-à-dire que vous avez un marché qui est là, un marché qui comporte une offre et une demande. Et quelles sont les particularités de l'offre? Quelles sont les particularités de la... Nous avons perdu M. Idrissa pour quelques secondes. Allô? Oui, alors. Allô? Donc, là, c'est bon? Donc là, bon. Je dis que je vais emboîter les pas aussi. Je vais joindre M. Ambroise, qui a parlé tantôt de l'impérieuse nécessité que nos organes de presse puissent aujourd'hui adopter un statut d'entreprise médiatique. Et je disais que si nous sommes là aujourd'hui dans ce type de webinaire, en train de parler de comment entreprendre dans cette entreprise médiatique, dans le secteur des médias, c'est parce qu'il y a des difficultés que vivent nos organes. Pourquoi? Parce que je trace juste un peu le contexte, parce que tout simplement, dans les années 90, où les vents démocratiques a soufflé sur nos pays, où il y a eu dans tous nos pays la libération de l'espace médiatique, il y a eu des hommes d'affaires, il y a eu des opérateurs économiques, détenteurs de pouvoir économique qui ont des ressources entre leurs mains, qui n'ont aucun bagage dans le secteur. Donc, ils ont investi leurs sous dans des organes de presse, télé, radio, autres, pensant tirer profit. Voyez-vous? Et maintenant, à l'heure où nous sommes, parce que c'est extrêmement important vu la thématique, à l'heure où nous sommes, les organes ont monté leurs limites en termes de pérennisation, en termes de mobilisation de ressources financières et autres. Donc, il faudrait forcément que nos organes de presse puissent se reconvertir, aller vers l'entreprise. Et si ceux qui ont le courage et l'audace de le faire, monsieur, ils doivent comprendre que les anciennes pratiques où on fait la confusion entre la poche et la caisse ou le compte de l'organe, il y a une confusion totale.
doivent s'arrêter. Et ils doivent comprendre aussi qu'ils vont ouvrir un marché qui a une offre et une demande. Ils doivent comprendre quelles sont les particularités de l'offre, comprendre quelles sont les particularités de la demande et comprendre quelles pourraient être les relations qui pourraient exister entre l'offre et la demande, mais également comprendre enfin la multiplicité des acteurs. Parce qu'il y a des acteurs qui vont être en jeu et tout ça, c'est indéniable qu'ils le comprennent. Parce que quand tu vas en entreprise, il faut se préparer. Monsieur Kossi. Ce sont des aspects très intéressants et des points sur lesquels nous allons certainement revenir, mais je souhaiterais d'abord rappeler aux participantes que nous sommes dans la deuxième phase et le webinaire se veut interactif. Vous avez donc la possibilité de soumettre vos questions, de les poser dans le groupe privé ou dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. Nous avons reçu une question sur Facebook de la part du journaliste Boureyman qui demande, je lis sa question, comment allier l'éthique et la déontologie avec un organe qui doit aussi générer de l'argent? Peut-on faire de l'information et avoir de l'argent? C'est la question du confrère. Monsieur Ambroise, vous voulez commencer? Je reprends la question, c'est comment allier l'éthique et la déontologie avec un organe qui doit aussi générer de l'argent? Est-ce qu'on peut faire de l'info et avoir de l'argent à côté? Alors, c'est deux questions que pose l'internaute. D'abord, est-ce que l'information est un produit qu'on peut vendre? Ça, c'est la première question. Ou disons la deuxième question. Et la seconde, c'est voilà, comment pouvoir marcher sur cette ligne de crête entre la déontologie et l'information d'une part et la rentabilisation donc, des entreprises de presse. Ce sont des questions très, très, très pertinentes. Et à la première question, je répondrai en disant d'abord que l'information, ne nous voyons pas la face, n'est pas un produit à vendre. C'est important. L'information n'est pas un produit à vendre. Enfin, en le disant comme ça, enfin, je suis obligé de m'expliquer pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre le fond de ma pensée. On n'est pas dans une entreprise commerciale. Ce n'est pas une boutique, ce n'est pas un magasin, on n'est pas au marché pour vendre un article, pour vendre un produit, par exemple. Parce que si on considère l'information comme un produit à vendre, eh bien, on est obligé de travestir, si vous voulez, l'information pour pouvoir la vendre à notre cible. L'information, elle doit être donnée telle qu'elle, même si on sait que ce n'est pas un processus de communication qu'on habille l'information pour pouvoir la rendre, puisque le journalisme, par définition, c'est la collecte, le traitement et la diffusion de l'information à travers les moyens de communication que nous connaissons. Mais attention, l'information, ce n'est pas un produit à vendre comme on vendrait par exemple du pain dans une boulangerie ou comme on vendrait de la pâte dentifrice dans un supermarché. Mais ce que nous vendons à travers la diffusion de l'information, c'est justement la qualité du contenu que nous produisons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je prends l'exemple d'une radio. Ce qui se vend, ce n'est pas l'information que la radio donne, mais c'est l'ensemble donc des programmes que la radio propose à ses auditeurs qui permet donc d'attirer la clientèle, qui permet donc d'attirer les annonceurs. Et donc, oui, on peut faire l'information et pouvoir gagner de l'argent, mais non pas en considérant l'information comme un produit à vendre, mais en faisant en sorte que l'information puisse être diffusée, puisse être publiée dans un creuset où finalement, il y a tout un ensemble de choses qui attirent l'internaute, qui attirent l'auditeur, qui attirent le lecteur vers le média. Alors, l'autre question, c'est déontologie et éthique. Comment pouvoir marcher, donc comment pouvoir allier les deux et rentabiliser son entreprise de presse? On ne va pas… Je crois que le micro de Kossi est éteint. Il voulait parler, je ne l'entends pas. Non, je suis là, je vous écoute. D'accord. Donc, la déontologie et l'éthique, on ne va pas refaire un cours sur l'éthique et la déontologie. On va pas un cours magistral.
Mais on sait que, bon, voilà, la déontologie, c'est l'ensemble des règles qui régissent une profession donnée, tandis que l'éthique, elle est beaucoup plus individuelle. C'est une question de conscience devant sa profession, devant une situation. Voilà. En fait, l'éthique et la déontologie sont en quelque sorte notre bâton de pèlerin, sont en quelque sorte notre bréviaire, notre Bible pour les chrétiens et notre Coran pour les musulmans. Un journaliste qui veut exercer son métier, mais qui ne discipline pas, qui ne s'impose pas une certaine rigueur journalistique que lui impose l'éthique et la déontologie, vous conviendrez avec moi qu'il ne pourra pas véritablement faire son travail de façon professionnelle. Oui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que les entreprises de presse sont là juste pour produire du contenu, pour être lu? Est-ce qu'on écrit un article juste pour être lu ou on écrit un article juste pour le plaisir d'être applaudi par les petits copains de quartier ou par, je ne sais pas, les amis, les camarades de classe? Non, je ne pense pas. Si on doit s'inscrire dans la logique d'une entreprise de presse, oui, nous n'avons pas d'autre choix que de vendre nos productions à travers un travail de qualité tout restant professionnel. Et pour moi, rester professionnel suppose le respect des règles d'éthique et de déontologie. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, voilà à peu près ce que je peux dire pour moi, espérant que mon co-panéliste aura d'autres éléments qui pourront éclairer la religion de tous les internautes qui nous suivent. Mais Ambroise, quand vous dites que l'information n'est pas un produit à vendre, pour les médias, par exemple, qui ont pour modèle économique l'abonnement et qui obligent, par exemple, les lecteurs à payer pour avoir accès à l'info, si je prends par exemple le cas de Mediapart, de plan de paywall, de murs payants, où vous êtes obligé de débourser un certain nombre de montants payés, est-ce que le produit finalement qu'on vend au lecteur, ce n'est pas l'information? Est-ce que l'information, c'est un produit? Mais est-ce que ce n'est pas un produit en fait qu'on vend finalement? Parce que lorsqu'il arrive que des médias vont vers des annonceurs, par exemple, pour solliciter des publicités, qu'est-ce qu'on vend? On dit en fait c'est l'information qu'on offre en fait, qu'on vend, où on dit par exemple j'ai tel nombre de lecteurs journaliers, j'ai tel nombre de personnes qui nous suivent, mais est-ce que le produit, ce n'est pas finalement pas l'information? Alors, cette question, je l'attendais parce que je crois que, bon, pour ne pas vendre les secrets que nous nous sommes partagés en privé, dans la préparation de ce webinaire, justement, si tu me parlais de l'exemple d'un modèle belge. Ouais. Non, plutôt suisse, bulletin. Voilà, bulletin suisse, voilà. Et donc, je savais que cette question allait venir. C'est pour cela que vous allez constater que je marchais un peu sur les œufs en répondant ainsi à la question. Alors, ce que j'ai voulu expliquer, peut-être que je l'avais mal exprimé, c'était de dire très clairement que nous ne devons pas considérer l'information en elle-même comme un produit à vendre. Le risque pour les journalistes que nous sommes, en considérant l'information comme un produit à vendre au premier degré, c'est de glisser finalement du champ de l'information vers celui de la communication. C'est cette prudence à laquelle j'appelle tous mes confrères et consoeurs qui nous suivent actuellement en disant qu'il ne faut pas considérer l'information comme un produit commercial à vendre, comme on vendrait par exemple du pain ou du yaourt ou du lait. Mais en fait, oui, l'information, c'est pour cela que j'ai insisté sur la qualité de nos productions. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous offrons? Je donne un exemple. J'ai suivi encore ce matin une interview l'entretien que Charles Blé Goudet a accordé à un média ivoirien. Et quand je suivais ça, moi, j'étais très passionné, comment dire ça? Je suis tombé sous le charme de M. Blé Goudet en disant, ouais, mais voilà, il s'est rangé les foules. Bon, et ça, a écrit un article, par exemple, sur le COGEP de Charles Blé Goudet. Est-ce que l'article-là, qui est une information, je vais le vendre aux partisans de Charles Blé Goudet en leur disant, donnez-moi de l'argent, je vais écrire sur vous, parce que ça risque d'orienter mon article dans un certain sens, dans une certaine direction.
C'est pour cette raison que je disais que l'information ne doit pas être considérée comme un produit commercial à vendre au même titre que le pain, par exemple. Mais oui, il faut trouver un modèle. Et on parlait du bulletin suisse. Ce modèle-là, par exemple, je ne sais pas si on se comprend, mais ce n'est pas l'information, le contenu de l'information, ou si vous voulez, le sens ou l'orientation qu'on donne à l'information qui est vendue, mais c'est la qualité du travail qui est vendu finalement. C'est cela que je voudrais faire comprendre à tous les confrères et consoeurs. Sinon, oui, votre question, elle est pertinente. Ce qu'on vend, c'est ce que nous proposons. Et il est important que nous puissions définir, trouver donc des modèles d'entreprises de presse qui nous permettent aujourd'hui d'être efficients, c'est-à-dire dépenser moins et gagner beaucoup. C'est important. Nous avons énormément de questions. Monsieur Idrissa, je vous adresse celle-ci qui nous vient d'une consoeur. Est-ce que le public que le média vise ne peut pas avoir une influence sur la santé financière de celui-ci? Est-ce que le public que le média vise ne peut pas avoir une influence sur la santé financière de celui-ci? Ok, je prends note. Ok, Monsieur Kossi, avant de répondre à cette question, moi, je vais ajouter quelques informations très utiles, en tout cas pour nos participants qui travaillent en tout cas toujours dans les médias. Je vais laisser la première question qui touche l'éthique et la déontologie. M. Ambroise a largement parlé de ça. Mais moi, c'est le côté information et argent qui m'intéresse parce qu'en tant que responsable d'une école de journalisme, nous, dans nos cours dispensés, nous avons des cours comme des modèles genre économie des médias. Et dans ce type de cours, nous développons des stratégies, des pistes. Nous apprenons aux étudiants comment ils peuvent financer leurs médias s'ils devenaient être un jour responsables des médias. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du marché. Et le marché, quand vous ne maîtrisez pas le marché, c'est-à-dire que vous ne savez pas quels sont les prédicateurs de l'offre et les prédicateurs de la demande, vous ne pouvez rien faire de la chose. Pourquoi? Il faut se dire que l'information en tant que telle, elle est extrêmement périssable. Et donc, pour que vous puissiez valoriser ça, la connexion qui fait encore défaut. Allô? Allô? De retour. Allô? Oui. Oui, allô, bon? Monsieur Idrissa, continue, allez-y. Donc, j'ai dit qu'il faudrait comprendre que, parce que l'une des caractéristiques de l'information, c'est qu'elle est extrêmement périssable. C'est un produit extrêmement périssable au niveau des médias. Alors, si vous voulez monnayer cette information, il faudrait bien s'organiser, être à l'affût et être toujours premier sur l'information. Parce que, vu de son aspect de périssabilité, si déjà vous n'avez pas le scoop, ce n'est pas évident de rétablir cette information. Toujours est-il que je voudrais rappeler à nos participants, à nos journalistes qui nous suivent, qu'il y a deux sources de financement. En tout cas, la principale source de financement pour un média, c'est la publicité. Voyez-vous, c'est la publicité, la principale source de financement d'un média. C'est la publicité. Mais aujourd'hui, c'est un modèle très mis en cause. Oui, mais parce que les gens n'ont pas les capacités nécessaires, en tout cas, pour mieux faire ressortir ça, M. Kalao. Maintenant, que vous soyez de la presse écrite audiovisuelle, il y a l'information, mais quand vous êtes de la presse écrite comme M. Ambroise, exemple, il y a l'information qui est dans le journal, mais il y a la place qu'occupe la publicité. Dans ce genre où les annonceurs viennent prendre un quart de page, une demi-page, ou bien toute une page entière, qui constitue des ressources d'entrée énormes pour le journal. Mais au-delà de ça, des annonceurs qui payent la publicité et l'insertion, mais il y a aussi le citoyen lambda qui achète son journal, qui constitue un income aussi des ressources d'entrée pour son journal. Bon, c'est juste pour un peu ajouter sur ce qu'a dit M. Ambroise, mais
il faut retenir que la principale ressource d'entrée de ressources financières des médias, c'est la publicité. Certains vont jusqu'au mécénat et vont jusqu'au sponsoring. Voyez-vous? Et ça, c'est d'autres formes de rentrée de sous au niveau des médias. Et je reviens avec sur votre question si le public qui vise le média, c'est ça? Oui, la question, c'est de savoir est-ce que le public que le média vise ne peut pas avoir une influence sur la santé financière? Évidemment, mais monsieur Kossi, je reviens toujours sur ce que je disais dès à mon introduction. Un média a un marché. Voyez-vous? Et si vous faites un mauvais ciblage de votre public, ça veut dire que vous allez tourner à perte. Vous n'aurez pas de rentrée de sous. Mais si vous avez bien ciblé votre cible, comme on dit, en tant que terre à terre, votre public, vous connaissez le goût et le comportement de ce public, il va de soi que ce public soit une source de bonne santé financière pour votre média. Parce que ils vont acheter peut-être votre journal, s'il le faut, que ce soit en hard ou bien en soft en ligne. Ou bien ils vont payer la publicité, tout ce qui s'ensuit sur ces médias audiovisuels. Voyez-vous? Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que même au niveau des médias audiovisuels, les gens paient à la carte. Aujourd'hui, on prend le cas de la télé. Voyez-vous? Il n'y a pas le micro? Allô? Allô? Oui, allô? Vous recevez là? Bien sûr. Oui, parfaitement bien. OK. Donc là, quand je prends aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les satellites, tout ce qui s'ensuit, aujourd'hui, la télé, les gens en consomment à la demande à travers l'abonnement mensuel qu'on prend pour regarder les chaînes. Et donc, si l'abonné sait que même s'il paie un abonnement à une chaîne, le contenu que l'offre sur cette chaîne. Allô? Vous recevez là? Allô? Oui, nous vous entendons, monsieur Idrissa. OK. Donc, si l'abonné sait que le contenu qu'il offre, ce média à qui il s'est abonné, ne répond pas à ses aspirations, ses besoins en matière en tout cas de contenu, il va se désabonner et le média perd de sous. Mais si le média satisfait cet abonné, mais il va toujours continuer à prendre ses abonnements et à regarder la télé en ligne ou bien à travers la télévision classique, au besoin. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, un bon ciblage de son public constitue un gage de mobilisation de ressources financières pour un quelconque média qui sait bien le faire. Il y a une autre question qui est très intéressante sur les médias en ligne que j'adresse volontairement ou volontiers à Ambroise. Deux questions de différents participants, mais qui se rejoignent. La première, c'est quel format de business plan conseillez-vous pour un média en ligne aujourd'hui, de façon basique? Et la deuxième question, qui va dans le même sens, y a-t-il un modèle économique viable pour la presse numérique? L'information étant disponible en permanence sur le net, comment rentabiliser une entreprise de presse numérique? La première question, c'est un modèle économique viable. Et la deuxième question qui rejoint celle-ci, comment rentabiliser une entreprise de presse numérique? Est-ce que M. Ambroise a peut-être des conseils ou des idées à partager sur cette question? Alors, sur la question, la première question, le modèle économique, je pense que c'est une question qui est très technique, le modèle économique, et je dirais même qu'elle est subjective. Hein. Elle dépend aussi des contextes, elle dépend les contextes. Monsieur Ambroise, je ne vous coupe pas la parole, mais je confirme juste ce que vous dites. Quand vous dites que la question du modèle économique est subjective, nous avions entendu tout de suite M. Idrissa parler de la publicité qui est un modèle mis en cause. Aujourd'hui, quand vous suivez par exemple en Europe ou aux États-Unis, les médias comme le New York Times, c'est l'abonnement qui est le modèle le plus prisé. Je me rappelle un webinaire où on demandait à M. Philippe Cook si aujourd'hui un média qui se lance avec le même modèle économique que Mediapart réussirait en Afrique, et il dit qu'il ne croit pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette question du taux de bancarisation, des moyens de paiement qui ne sont pas assez développés en Afrique.
Mais juste pour vous dire en fait que voilà, quand vous dites que les modèles économiques sont subjectifs, ouais, on peut le dire. Merci beaucoup, Monsieur Balao, pour votre intervention et je pense que ça me rend la tâche plus facile parce que vous avez répondu et, voilà, éloquemment et avec beaucoup d'intelligence à la question. Quand on prend l'exemple vous avez parlé de Mediapart, vous avez parlé du modèle économique des médias américains parce que dans le monde anglo-saxon, c'est même plus fluide que dans le système francophone où il y a des pesanteurs qu'on ne va pas pouvoir nommer ni citer ici. Et donc, oui, encore une fois, c'est quelqu'un qui parle de publicité comme modèle économique pour les médias. Moi qui suis originaire d'un pays comme le Togo, je ne dirais pas la même chose forcément. D'abord, on a un marché qui est très étriqué, un marché assez exigu, le Togo. Donc, avec d'autres pesanteurs, je ne peux pas dire la même chose. Vous voyez un peu? Donc, à chacun, en fonction de son environnement social, économique, politique, de ses ambitions, saura définir un modèle économique. Mais en tous les cas, je pense aujourd'hui que, et ça m'amène à répondre tout de suite à la deuxième question, c'est comment rentabiliser donc, un média en ligne. Je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a un foisonnement de réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'il y a que Internet où l'information est à portée de clic aujourd'hui, sur Internet devenu finalement un bazar, qu'on ne peut plus, en tant que journaliste, vivre, en tant qu'entreprise de presse, vivre. Et cela, encore une fois, je l'ai dit dans ma première intervention, j'ai dit que ça dépend de la capacité des journalistes, donc des médias, à pouvoir se réinventer. Nous avons tous appris cela dans les écoles de journalisme ou de communication, où on nous a parlé, par exemple, du cinéma au début, du théâtre, tout ça. Après, il y a eu, avec la révolution industrielle britannique, l'imprimerie qui est venue. Après, il y a eu les journaux. Après, il y a eu, donc quoi? Il y a eu le transistor. Après, il y a la télévision. Aujourd'hui, on parle d'Internet. Mais de la même manière que la radio n'a pas supplanté la presse écrite, que la télévision n'a pas remplacé la radio, que Internet n'a pas remplacé la télévision et la radio, eh bien, les réseaux sociaux aujourd'hui ne peuvent pas remplacer le journalisme classique, traditionnel que nous connaissons, que nous exerçons. L'existence du journalisme citoyen n'efface pas de facto le journalisme professionnel. Tout réside donc dans la capacité de chaque journaliste, de chaque média à se réinventer, à proposer du contenu. Je donne un exemple. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, je vais parler de la guerre en Ukraine, si on dit aujourd'hui que Vladimir Poutine, ou du moins les troupes russes, sont intervenus à Severodonetsk ou dans le Donbass, pour parler de façon générale, et que un média en ligne revient 24 heures plus tard, même ne serait-ce que 5 ou 4 heures plus tard, avec la même information factuelle, vous convenez avec moi que les internautes ne seront pas intéressés par ce qu'il dit. Mais est-ce que ce média, par exemple, est capable de nous expliquer que dans cette guerre-là, je donne un exemple comme ça, comme l'a expliqué le président français Emmanuel Macron, la solution à cette guerre ne passe pas par l'humiliation de la Russie, mais par un dialogue. Bon, on va trop loin. Revenons chez nous en Afrique, au Mali. On a suivi tous sur les médias que Madame Marie-Christine Saragossa de France Média Monde est venue à Dakar y rencontrer le président de la haute autorité de la communication là-bas, M. Babacar Diaye, pour négocier donc que RFI et France 24 puissent émettre de nouveau au Mali. Mais ça, c'est une information factuelle. Maintenant, quels sont les enjeux, quels sont les couloirs des négociations? Donc, il faut que les journalistes, enfin les médias en ligne, puissent proposer d'autres angles de traitement, ce que moi j'appelle les angles morts, que monsieur tout le monde ne voit pas forcément. Ce qui intéresse. Et ça me ramène en arrière pour répondre encore une fois à une question à laquelle j'ai déjà répondu en disant que l'information, ce n'est pas elle-même que nous vendons à vrai dire, mais c'est la qualité avec laquelle nous traitons l'information qui est vendue.
C'est très important. Le directeur de l'école de journalisme de Niamey a parlé donc de la publicité. Je parie que les annonceurs, les sociétés, qu'elles soient d'État ou privées, ne viendraient pas vers un média qui ne propose pas un contenu de qualité. Donc, c'est la production d'un contenu de qualité qui finalement permet à un média en ligne, qui est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'avenir de la presse. Un petit exemple, pendant la COVID-19 en 2020, au Togo par exemple, tous les médias se sont numérisés. On ne lisait les journaux qu'en version PDF. C'était des médias, ils se sont transformés en médias électroniques à ce moment-là. Donc, c'est vous dire quelle est l'importance d'Internet aujourd'hui, quelle est l'importance du journalisme, du web journalisme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous offrons à nos lecteurs? C'est cela la question. C'est de ça qu'il s'agit. Et dès lors que nous allons réussir à produire de la qualité, eh bien, on va s'en sortir. Ben, écoutez. Je suis convaincu que M. Idriss a énormément de choses à ajouter. Oui, c'est ça. Non, je vais juste dire un mot c'est sur la viabilité. Et moi, je suis du monde académique. Hein. Donc, voyez-vous, nous, on est radical. On est vraiment sur lui, c'est un praticien. Voilà, s'embrase. Mais moi, je voulais juste dire quoi. Il a certainement dit des choses vraiment très efficaces et qui a dit la réalité pratique. Mais moi, je voulais dire aussi que il faudrait que ça soit un média en ligne ou bien classique pour encore renforcer l'ambulation de ressources et se pérenniser toujours. J'ai dit, parce que là, on a parlé de la thématique comment entreprendre dans le secteur des médias. Il faudrait bien que le promoteur ou bien le chef d'entreprise de ce média, avec son équipe, puisse comprendre qu'au-delà des prestations classiques qu'ils font sur son média, il faudrait bien qu'ils soient en mesure de monter des dossiers de projets pour aller démarcher des potentiels partenaires qui sont dans le pays, voyez-vous, pour pouvoir les proposer des contenus, de proposer des choses qui pourraient les apporter des ressources financières. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, le management des médias dépasse le cadre seulement de la production de contenu dans un bureau, le journal écrit ou bien juste ce que c'est. Non, il faut être en mesure de démarcher les potentiels partenaires avec vraiment un projet de qualité, bancable, en tout cas qui apporterait à un potentiel partenaire qui l'encouragerait à venir financer dans votre média, financer un contenu. Mais avant que cela se soit, il faudrait bien que... Allô? Oui, allô? Allô? Donc, j'ai dit qu'avant que cela ne soit, il faudrait bien que les responsables des médias, les entrepreneurs puissent comprendre que pour mieux rentabiliser votre média, il faut être en mesure de bien maîtriser votre média, de connaître votre média. Parce que l'audience de votre média constitue la clé de rentabilité de votre média. Et surtout, mieux connaître votre audience et ses différentes caractéristiques. En connaissant tout ça, je suis sûr qu'au-delà de vos prestations classiques que vous faites sur la radio, que vous montez des dossiers sérieux, que vous démarchez sérieusement à travers des partenaires qui peut-être ne sont jamais venus dans votre média, ne vous connaissent même pas, mais que vous présentez devant eux, connaissant leur domaine d'activité, dites que bon, nous sommes un média et notre audience, c'est les jeunes, et parmi ces jeunes, c'est les jeunes âgés de 15 à 35 ans, et que vous travaillez en tant que partenaire, vous travaillez dans ce secteur, et notamment en matière de VIH, c'est un exemple. Nous, on vous propose notre audience, et voilà ses caractéristiques. Mais je vous assure que ce partenaire potentiel aurait à gagner en venant avec vous. Il ne vous donne même pas à hésiter. Donc, ça dépasse le cadre juste des 4 murs aujourd'hui d'un organe. Pour rentabiliser, il faut sortir des 4 murs de l'organe, aller démarcher aussi, être en mesure de bien proposer, mais proposer quelque chose qu'on sait. Et la chose qu'on doit connaître pour rentabiliser, c'est forcément son audience et ses différentes caractéristiques. Voilà, c'est intéressant ce que vous dites, Monsieur Idrissa, sorti des 4 murs pour démarcher son projet. Ceci n'est pas une question, mais plutôt
une tentative de réponse au confrère qui a posé la question sur le modèle économique. Aujourd'hui, il y a aussi des modèles qui marchent, comme le modèle de financement participatif, où, par exemple, le média ouvre son capital au public et demande, par exemple, au public de le financer. Et ce public-là constitue en quelque sorte un peu le capital de ce média ou celui qui finance le média. Et aujourd'hui aussi, par exemple, vous avez le crowdfunding et il y a aussi cette démarche qui pourrait consister peut-être à organiser une sorte de rencontre avec votre audience, avec votre public, demander en fait, discuter avec ce public, connaître tes vrais besoins, parce qu'en fait, si on vous lit, les lecteurs vous lisent et qui ne se retrouvent pas forcément dans vos articles, ou que vos articles ne répondent pas à leur satisfaction, il leur serait difficile de vouloir, par exemple, contribuer à un tel financement. C'est ma dernière question pour vous, chers confrères, c'est quelles sont, selon vous, les erreurs que commettent les nouveaux entrepreneurs médias? Quelques erreurs à lister, partager avec les confrères consoeurs avant qu'on ne termine cette session. Quelles sont les erreurs que commettent souvent les nouveaux entrepreneurs de médias? Libre à M. Adrissaou en voie de commencer. Bon, je crois que, comme M. Idrissa l'a dit, le praticien va commencer après. Bon, il va essayer donc de donner un habillage scientifique à la chose. Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, Internet est devenu, ou paraître en tout cas, devenir un raccourci pour les journalistes. Je ne veux pas faire offense à la jeune génération de journalistes, même si moi-même, je n'appartiens pas à une aussi vieille génération que ça. Mais je pense que la première erreur que beaucoup de journalistes, jeunes journalistes commettent aujourd'hui, c'est que tout le monde saute pieds joints dans le métier, enfin, pas dans le métier, mais dans la création de médias en ligne, sans savoir exactement pourquoi on crée un média en ligne. Aujourd'hui, vous allez voir des sites Internet qui poussent comme des champignons. Et quand vous les visitez, vous constaterez que le contenu qui est proposé, ce ne sont que des agrégations, des informations qu'on a prises sur d'autres sites, qu'on replaque. Parfois même, ce ne sont pas des agrégations, mais c'est du plagiat que les gens font. Et moi, je dis, quand vous prenez un média comme Le Monde ou Jeune Afrique, Le Figaro, tout ce que vous voulez, qui ont déjà traité des informations d'une certaine importance, d'une certaine envergure sur le plan géopolitique, géostratégique et tout ce que vous voulez, et que les mêmes informations sont reprises par nos médias ici au sud du Sahara, avec le même angle de traitement, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème parce que ce que les internautes attendent de nous, médias africains aujourd'hui, ce n'est pas d'être informés de ce qui se passe, par exemple, en Afghanistan ou en Ukraine, mais quel est le regard, quelle est la lecture que nous, en tant qu'intellectuels ou journalistes africains, nous portons sur ces différents sujets de l'actualité. C'est de cela qu'il est question. C'est très important. Il faut que nous arrivions à proposer à nos lecteurs, à nos internautes, un autre regard, une autre lecture de l'actualité d'ici ou d'ailleurs. C'est très important. Mais on n'arrive pas à le faire. La deuxième erreur que nous faisons, c'est que on est beaucoup plus dans la factualité que dans le fond. Un média en ligne qui veut publier une information dont le grand public est déjà informé, est déjà au courant, 24 heures, 48 heures plus tôt, je suis désolé, ce n'est pas dans la factualité qu'il faut faire. Il faut proposer donc un traitement qui est complètement différent de ce que beaucoup ont déjà connu. L'autre erreur que nous commettons, et ça, c'est malheureusement, on en aura encore pour longtemps encore, c'est que
On pense que lorsqu'on crée un média, c'est que tout de suite, on doit rentabiliser. Tout de suite, il faut qu'on réussisse. On crée un média, non pas pour proposer quelque chose aux lecteurs, non pas dans la perspective d'avoir une entreprise de presse viable qui puisse survivre même à la disparition de son promoteur, mais qui disparaisse avec la disparition de son promoteur. Quand on crée un média, ce qui nous préoccupe prioritairement, c'est comment avoir, comme on dit en Côte d'Ivoire, le jet, tout de suite, ici et maintenant. C'est gamme de jet, comme on dit. C'est d'avoir c'est les paillettes, c'est les plaisirs éphémères. Oui, ça là aussi c'est important, on ne refuse pas. C'est important parce qu'on ne vivra pas que de la passion et d'eau fraîche, mais il faut aussi de temps en temps, voilà, manger. Oui, il faut manger, d'accord, mais ça ne doit pas être la priorité lorsqu'on crée un média. Il faut mettre en place un modèle économique. Pour cela, s'attacher les services des experts. On n'a pas besoin nécessairement de faire appel à des cabinets d'expertise pour nous élaborer un business plan, mais on peut avoir des amis qui savent élaborer un business plan. On peut avoir des amis juristes ou sociologues qui savent écrire un projet. On peut avoir, par exemple, des amis qui ont fait le marketing, la communication, tout ce que vous voulez, pour nous proposer finalement un modèle économique qui nous permette de viabiliser et de rentabiliser nos entreprises de presse. Donc, pour me résumer, les erreurs à ne pas commettre, c'est de tomber donc dans l'entrepreneuriat médiatique sans savoir pourquoi on le fait. C'est d'éviter de lire l'actualité, de proposer en tout cas aux lecteurs le même contenu que lui propose déjà ou que leur propose déjà d'autres médias qui ont plus de moyens, à l'évidence, que nous, et surtout d'éviter de courir plus vite que ce que nous pouvons. Donc, voilà à peu près ce que je tenais à dire, espérant que le scientifique va essayer de, de modéliser tout ça. En tout cas, ok, donc. Oui, monsieur Alors, d'abord, c'est la dernière question, c'est quelles sont les erreurs que commettent souvent les nouveaux entrepreneurs médias? Une question à laquelle a répondu monsieur Ambroise. Qui commettent ou à ne pas commettre, c'est encore, mais moi je préfère ne pas commettre. Les erreurs à ne pas commettre. Voyez-vous, parce que moi, ce que je dirais à nos aspirants entrepreneurs dans le secteur des médias, c'est pour ne pas éviter, pour les éviter de tomber dans les mêmes travers que les aînés, ils doivent comprendre qu'ils doivent savoir d'avance pourquoi ils font la chose, pourquoi ils veulent vraiment proposer le type de médias qu'ils ont choisi de faire, que ce soit audiovisuel, sur la ligne ou bien en hard, dans la presse écrite. Ils doivent savoir pour quels besoins ils veulent répondre et pour quelle cible. Et surtout, comprendre que la chose est à leur pied là-bas à côté. Les gens ne demandent pas forcément ce qui se passe aux États-Unis. Les gens veulent que vous vous intéressez à leur quotidien, de trouver des propositions de solutions à leurs problèmes quotidiens. Voyez-vous, en journalisme, on n'a pas besoin de voyager forcément pour faire un reportage. Intéressez-vous à vos semblables, au vécu de vos semblables. À ce moment, ils vont s'intéresser à votre média. Ils sauront que vraiment, c'est un média, c'est leur média. Ils seront prêts à vous accompagner, même à financer s'il le faut, en payant vos prestations s'il le faut. À ce moment-ci, vous pouvez, une fois que vous avez déterminé tout ça, comprendre sur quel support technologique votre cible est en priorité pour pouvoir mieux les toucher et répondre à leurs aspirations en besoin d'informations ou tout simplement en reportage et autres. Donc vraiment, moi je dirais, restez à côté de vos semblables, observez-les, essayez de répondre à leurs besoins et comprendre leur vécu. C'est votre vécu également. À ce moment seulement si
vous allez être un média qui intéresserait la population, en tout cas votre cible. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vos chers panélistes, Monsieur Idrissa et Monsieur Ambroise, pour ces moments d'échange que nous avons passés ensemble, ces moments de qualité qui sont très riches et instructifs pour les confrères, les consoeurs qui nous ont suivis. Merci encore pour votre disponibilité. Le webinaire était prévu pour une durée de 45 minutes. Nous l'avons excédé énormément. Et ce qui témoigne en fait de l'intérêt que les confrères, que les uns et les autres ont pour cette thématique qui a meublé nos échanges. Je dis merci aussi également aux participantes qui nous ont suivis, que ce soit via Zoom ou en direct dans notre groupe privé sur Facebook. Et je vous souhaite également une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée, en rappelant que notre prochain rendez-vous sera avec l'équipe francophone de la Voice of America, la Voix de l'Amérique, pour partager avec nous la façon dont ils produisent des podcasts à succès. Et c'est sur cette information que je vous dis à tous et à toutes au revoir et à la prochaine. Merci. Alors, merci à tous et merci aux participants également. Merci, M. Ambroise. Plaisir. Ça a été un plaisir. Un plaisir. Merci. Un plaisir. Au revoir. L'académicien et le scientifique.